La politique d'Aristote, livre second, chapitre 1er, sommaire. Examen de la République de Platon. Critique de ses théories sur la communauté des femmes et des enfants. L'unité politique telle que la conçoit Platon est une chimère et elle détruirait l'État loin de le fortifier. Équivoque que présente la discussion de Platon. Insouciance ordinaire des associés pour les propriétés communes, impossibilité de cacher aux citoyens les liens de famille qui les unissent, danger de l'ignorance où on les laisserait à cet égard, crime contre nature, indifférence des citoyens les uns pour les autres, condamnation absolue de ce système. Puisque notre but est de chercher parmi toutes les associations politiques celles que devraient préférer des hommes maîtres d'en choisir une à leur gré, nous aurons à étudier à la fois l'organisation des États qui passent pour jouir des meilleures lois et les constitutions imaginées par des philosophes en nous arrêtant seulement aux plus remarquables. Par là, nous découvrirons ce que chacune d'elles peut renfermer de bon et d'applicable, et nous montrerons en même temps que si nous demandons une combinaison politique différente de toutes celles-là, nous sommes poussés à cette recherche non par un vain désir de faire briller notre esprit, mais par les défauts mêmes de toutes les constitutions existantes. Nous poserons tout d'abord ce principe qui doit naturellement servir de point de départ à cette étude, à savoir que la communauté politique doit nécessairement embrasser tout ou ne rien embrasser, ou comprendre certains objets à l'exclusion de certains autres. Que la communauté politique n'atteigne aucun objet, la chose est évidemment impossible, puisque l'État est une association. Et d'abord le sol, tout au moins, doit nécessairement être commun, l'unité de lieu constituant l'unité de cité, et la cité appartenant en commun à tous les citoyens. Je demande si pour les choses où la communauté est facultative, il est bon qu'elle s'étende dans l'état bien organisé que nous cherchons à tous les objets sans exception, ou qu'elle soit restreinte à quelques-uns. Ainsi, la communauté peut s'étendre aux enfants, aux femmes, aux biens, comme Platon le propose dans sa République. Car Socrate y soutient que les enfants, les femmes et les biens doivent être communs à tous les citoyens. Je le demande donc, l'état actuel des choses est-il préférable, ou faut-il adopter cette loi de la République de Platon ? La communauté des femmes présente de bien autres embarras que l'auteur ne semble le croire. Et les motifs allégués par Socrate pour la légitimer paraissent une conséquence fort peu rigoureuse de sa discussion. Bien plus, elle est incompatible avec le but même que Platon assigne à tout État, du moins sous la forme où il la présente. Et quant aux moyens de résoudre cette contradiction, il s'est abstenu d'en rien dire. Je veux parler de cette unité parfaite de la cité entière, qui est pour elle le premier des biens. Car c'est là l'hypothèse de Socrate. Mais pourtant, il est bien évident qu'avec cette unité poussée un peu loin, la cité disparaît tout entière. Naturellement, la cité est fort multiple, mais si elle prétend à l'unité, de cité elle devient famille, de famille individu, car la famille a bien plus d'unité que la cité, et l'individu bien plus encore que la famille. Ainsi, fût-il possible de réaliser ce système, il faudrait s'en garder sous peine d'anéantir la cité. Mais la cité ne se compose pas seulement d'individus en certain nombre, elle se compose encore d'individus spécifiquement différents. Les éléments qui la forment ne sont point semblables. Elle n'est pas comme une alliance militaire qui vaut toujours par le nombre de ses membres, réunis pour se prêter un mutuel appui. L'espèce des associés fut-elle d'ailleurs parfaitement identique. Une alliance est comme la balance, où l'emporte toujours le plateau le plus chargé. C'est par ce caractère qu'une simple ville est au-dessus de la nation entière, si l'on suppose que les individus qui forment cette nation, quelque nombreux qu'ils soient, ne sont pas même réunis en bourgade, mais qui sont tous isolés à la manière des Arcadiens. L'unité ne peut résulter que d'éléments d'espèces diverses,
Ainsi, la réciprocité dans l'égalité est-elle, comme je l'ai dit dans la morale, le salut des États. Elle est le rapport nécessaire d'individus libres et égaux entre eux, car si tous les citoyens ne peuvent être au pouvoir à la fois, ils doivent du moins tous y passer, soit d'année en année, soit dans toute autre période, ou suivant tout autre système, pourvu que tous, sans exception, y arrivent. C'est ainsi que des ouvriers en cuir ou en bois pourraient échanger leurs occupations entre eux, pour que de cette façon les mêmes travaux ne soient plus faits constamment par les mêmes mains. Toutefois, la fixité actuelle de ces professions est certainement préférable, et dans l'association politique, la perpétuité du pouvoir ne le serait pas moins si elle était possible. Mais là où elle est incompatible avec l'égalité naturelle de tous les citoyens, et où de plus il est équitable que le pouvoir avantage ou fardeau soit réparti entre tous, il faut imiter du moins cette perpétuité par l'alternative d'un pouvoir cédé par des égaux à des égaux, comme on le leur a cédé d'abord à eux-mêmes. Alors chacun commande et obéit tour à tour, comme s'il devenait réellement un autre homme, et l'on peut même chaque fois qu'on renouvelle les fonctions publiques pousser l'alternative jusqu'à exercer tantôt l'une et tantôt l'autre. On peut conclure de ceci que l'unité politique est bien loin d'être ce qu'on l'a fait quelquefois, et que ce qu'on nous donne comme le bien suprême pour l'État en est la ruine, quoique le bien pour chaque chose soit précisément ce qui en assure l'existence. Sous un autre point de vue, cette recherche exagérée de l'unité pour l'État ne lui est pas plus favorable. Ainsi, une famille se suffit mieux à elle-même qu'un individu, et un État mieux encore qu'une famille, puisque de fait, l'État n'existe réellement que du moment où la masse associée peut suffire à tous ses besoins. Si donc la plus complète suffisance est la plus désirable, une unité moins étroite sera nécessairement préférable à une unité plus compacte. Mais cette unité extrême de l'association, qu'on croit pour elle le premier des avantages, ne résulte même pas, comme on nous l'assure, de l'unanimité de tous les citoyens à dire en parlant d'un seul et même objet « ceci est à moi ou n'est pas à moi ». Preuve infaillible, si l'on en croit Socrate, de la parfaite unité de l'État. Le mot « tous » a ici un double sens. Si on l'applique aux individus pris à part, Socrate aura dès lors beaucoup plus qu'il ne demande, car chacun dira en parlant d'un même enfant, d'une même femme « voilà mon fils, voilà ma femme ». Il en dira autant pour les propriétés et pour le reste. Mais avec la communauté des femmes et des enfants, cette expression ne conviendra plus aux individus isolés. Elle conviendra seulement au corps entier des citoyens, et de même la propriété appartiendra non plus à chacun pris à part, mais à tous collectivement. Tous est donc ici une équivoque évidente. Tous dans sa double acception signifie l'un aussi bien que l'autre, père aussi bien qu'impère, ce qui ne laisse pas que d'introduire dans la discussion de Socrate des arguments fort controversables. Cet accord de tous les citoyens à dire la même chose est donc d'un côté fort beau, si l'on veut, mais impossible. Et de l'autre, il ne prouve rien moins que l'unanimité. Le système proposé offre encore un autre inconvénient, c'est qu'on porte très peu de sollicitude aux propriétés communes. Chacun songe vivement à ses intérêts particuliers et beaucoup moins aux intérêts généraux, si ce n'est en ce qui le touche personnellement. Quant au reste, on s'en repose très volontiers sur les soins d'autrui. C'est comme le service domestique, qui souvent est moins bien fait par un nombre plus grand de serviteurs. Si les 1000 enfants de la cité appartiennent à chaque citoyen, non pas comme issus de lui, mais comme tous nés sans qu'on y puisse faire de distinction de tel ou tel, tous se soucieront également peu de ces enfants-là. D'un enfant qui réussit, chacun dira « c'est le mien », et s'il ne réussit pas, on dira à quelques parents d'ailleurs que se rapporte son origine, d'après le chiffre de son inscription, c'est le mien ou celui de tout autre. Mêmes allégations, même doute pour les 1000 enfants, et plus que l'État peut renfermer, puisqu'il sera également impossible de savoir et de qui l'enfant est né, et s'il a vécu après sa naissance. Vaut-il mieux que chaque citoyen dise de 2000, de 10 000 enfants en parlant de chacun d'eux « voilà mon enfant » ou l'usage actuellement reçu est-il préférable ?
Aujourd'hui, on appelle son fils un enfant qu'un autre nomme son frère ou son cousin germain ou son camarade de fratrie et de tribu, selon les liens de famille, de sang, d'alliance ou d'amitié contractés directement par les individus ou par leurs ancêtres. N'être que cousin à ce titre vaut beaucoup mieux que d'être fils à la manière de Socrate. Mais quoi qu'on fasse, on ne pourra éviter que quelques citoyens au moins n'aient soupçon de leurs frères, de leurs enfants, de leur père, de leur mère. Il leur suffira pour qu'ils se reconnaissent infailliblement entre eux des ressemblances si fréquentes des fils aux parents. Les auteurs qui ont écrit des voyages autour du monde rapportent des faits analogues. Chez quelques peuplades de la Haute-Libye où existe la communauté des femmes, on se partage les enfants d'après la ressemblance. Et même parmi les femelles des animaux, des chevaux et des taureaux, par exemple, quelques-unes produisent des petits exactement pareils aux mâles, témoin cette jument de Pharsale surnommée la Juste. Il ne sera pas plus facile dans cette communauté de se prémunir contre d'autres inconvénients tels que les outrages, les meurtres volontaires ou par imprudence, les rixes et les injures, toutes choses beaucoup plus graves envers un père, une mère ou des parents très proches qu'envers des étrangers, et cependant beaucoup plus fréquentes nécessairement parmi des gens qui ignoreront les liens qui les unissent. On peut du moins, quand on se connaît, faire des expiations légales qui deviennent impossibles quand on ne se connaît pas. Il n'est pas moins étrange, quand on établit la communauté des enfants, de n'interdire aux amants que le commerce charnel et de leur permettre leur amour même et toutes ces familiarités vraiment hideuses du père au fils ou du frère au frère, sous prétexte que ces caresses ne vont pas au-delà de l'amour. Il n'est pas moins étrange de défendre le commerce charnel par l'unique crainte de rendre le plaisir beaucoup plus vif sans paraître attacher la moindre importance à ce que ce soit un père et un fils ou des frères qui s'y livrent entre eux. Si la communauté des femmes et des enfants paraît à Socrate plus utile pour l'ordre des laboureurs que pour celui des guerriers, gardiens de l'État, c'est qu'elle détruira tout accord dans cette classe qui ne doit songer qu'à obéir et non à tenter des révolutions. En général, cette loi de communauté produira nécessairement des effets tout opposés à ceux que des lois bien faites doivent amener, et précisément par le motif qui inspire à Socrate ses théories sur les femmes et les enfants. À nos yeux, le bien suprême de l'État, c'est l'union de ses membres, parce qu'elle prévient toute dissension civile. Et Socrate aussi ne se fait pas faute de vanter l'unité de l'État qui nous semble, et lui-même l'avoue, n'être que le résultat de l'union des citoyens entre eux. Aristophane, dans sa discussion sur l'amour, dit précisément que la passion, quand elle est violente, nous donne le désir de fondre notre existence dans celle de l'objet aimé et de ne faire qu'un seul, et même être avec lui. Or, il faut de toute nécessité que les deux individualités, ou du moins que l'une des deux disparaisse. Dans l'état au contraire où cette communauté prévaudra, elle éteindra toute bienveillance réciproque. Le Fils n'y pensera pas le moins du monde. Le Fils n'y pensera pas le moins du monde à chercher son Père, ni le Père à chercher son Fils, ainsi que la douce saveur de quelques gouttes de miel disparaît dans une vaste quantité d'eau, de même l'affection que font naître ces noms si chers se perdra dans un état où il sera complètement inutile que le Fils songe au Père, le Père au Fils et les enfants à leurs frères. L'homme a deux grands mobiles de sollicitude et d'amour, c'est la propriété et les affections.
Or il n'y a place ni pour l'un ni pour l'autre de ces sentiments dans la République de Platon. Cet échange des enfants passant aussitôt après leur naissance des mains des laboureurs et des artisans, leur père entre celles des guerriers, et réciproquement présente encore bien des embarras dans l'exécution. Ceux qui les porteront des uns aux autres sauront à n'en pas douter quels enfants ils donnent et à qui ils les donnent. C'est surtout ici que se reproduiront les graves inconvénients dont j'ai parlé plus haut. Ces outrages, ces amours criminels, ces meurtres dont les liens de parenté ne sauraient plus garantir, puisque les enfants passés dans les autres classes de citoyens ne connaîtront plus parmi les guerriers ni de père, ni de mère, ni de frère, et que les enfants entrés dans la classe des guerriers seront de même dégagés de tout lien envers le reste de la cité. Mais je m'arrête ici en ce qui concerne la communauté des femmes et des enfants.